Je remercie Jacob qui montre qu'il a même le talent de tenir à peu près ses délais. Et je donne immédiatement la parole à Frédéric Nérat. C'est le public d'une salle de cinéma qui vous regarde. Une image fixe au regard caméra, sur fond duquel l'auteur vous déclare qu'il ne fera aucune concession. Aucune concession aux lois du genre, puisqu'il commence d'ores et déjà son film par un regard prohibé, le regard du passage entre les espaces disjoints de la dimension cinématographique et de la réalité. Et aucune concession au public, c'est-à-dire nous-mêmes, mis en face de nous-mêmes face au miroir glacé de l'écran qui nous empêche, en définitive, d'être nous autres. Immobile, on est fixé sur ce qui nous attend, sur ce que l'auteur pourra nous montrer ou ne pas nous montrer, afin de décevoir nos attentes ou nous contenter au-delà de toute espérance. C'est tout comme. On est fixé sur notre manque d'attention aux images que nous regardons et qui nous regardent, sur le manque d'attention que nous portons sur un nous-mêmes pourtant partout dans le paysage. On est fixé sur le fait que l'on attend beaucoup moins que ce qu'il faudrait désirer pour se mettre en mouvement et ne pas demeurer simple public, privé de liberté, et passer vraiment en chair et en os, comme la rose pourpre du Caire, vivant dans la vie nouvelle. Le seul mouvement dans ce monde de mort, c'est non pas celui de l'image que l'on regarde, c'est celui des 24 images par seconde que nous persistons à ne pas voir, et c'est aussi celui qu'effectue le réalisateur sur l'image fixe du public, qui s'approprie en tant que cinéaste un mouvement sur fond d'immobilité. Calme bloc ici-bas, si ce n'est au moins un premier geste. Il faudra donc lui dire à ce public inerte, dont la seule manifestation est le mouvement d'indignation qui l'emporte parfois si superficiellement contre un réalisateur sans concession, que son mal n'est pas si mystérieux qu'il le croit. Il faudra lui apprendre que le cinéma tel qu'il est, par beaucoup de fiction et de grands spectacles, ne fait que se consumer inutilement, en amassant des images que le temps emporte. Telle est la fonction d'Injirum, le film qu'a réalisé Debord en 1978. Et cela aura toujours été la fonction du cinéma, son désir profond de miracle. Contre toute attente, mettre une image en mouvement. Mettre une image en mouvement pour mettre un public en marche. Image, lève-toi et charme. Public paralytique, passe dans la rue, passe du spectacle aux ambiances collectives, passe du statut de spectateur à celui de viveur. Public, mais comment faire? Juin 1952. Laissons les morts enterrer les morts et les plaindre. Notre sort sera d'être les premiers à entrer vivants dans la vie nouvelle. Telle est l'épigraphe de mémoire conçue par Debord et Jorn. Il reprend les mots que Marx adresse à Ruge dans une lettre datée de 1843, ces mots qui furent aussi, pour partie, ceux de Jésus tels que Luc les rapporte. L'œuvre de Debord et sa vie, la biographie de Debord, nous la lirons et nous la regarderons sous le signe de cette formule. Debord, c'est le nom donné à un trajet, la trajectoire qui aura consisté à réaliser, par tous les moyens possibles, cette formule, qu'il s'approprie publiquement à l'âge de 21 ans. Debord est un nom qui rassemble des procédures politiques et artistiques singulières, consistant à réaliser, pour la première fois, une formule qui, à chaque fois qu'elle aura été employée, se voulait la première pour laquelle on ne pourrait plus jamais dire « il était une fois », mais « il est une fois pour toutes et pour toutes les fois, dans les siècles des siècles et pour l'éternité. Il est une fois pour toutes possible d'entrer vivant, ici et maintenant, et non plus tard, et non post-mortem dans la vie nouvelle. J'en suis la preuve absolument vivante, moi qui méprise avec Saint-Just la poussière qui vous parle. Je suis le palimpseste définitif, qui abolira tous les textes cachés, tous les mémoires et tous les essais. J'entre tandis que vous enterrez, je passe où vous demeurez, moi, la révolution, je parle. Que voulez-vous? Ça ne pouvait qu'échouer. Comment passer vivant dans l'autre vie? Comment être présent à ce qui passe? Et comment réaliser une fable sans vouloir en devenir une soi-même? Comment vouloir devenir fabuleux sans mystification? Délire des grandeurs, trafic et basse manœuvre, enjeux de pouvoir et pratique de l'exclusion, le maître, nous dit-on, était vil. On a des anecdotes à foison pour en fournir la preuve, on a des dossiers là-dessus, on a des fiches et des témoins. Il avait tout de même bien mérité, lui aussi, son livre noir, diront tous les valets. Pourtant, il n'est nul art, nulle politique, qui ne puisse se proposer autre chose que la simple poursuite du vent, sans donner forme épique à la vacuité.
ce dont notre époque semble vouloir se passer, sauf exception. À vrai dire, l'attitude strictement critique nous semble aujourd'hui insuffisante. C'est tout autre chose que nous devons chercher et dessiner. C'est la façon dont nous pourrions ne plus laisser faire ce qui nous accable. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, nous dit Debord dans Critique de la séparation, mais toujours d'une manière qui leur échappe. Ce qui nous accable est ce qui nous empêche d'exister, d'aller toujours plus loin dans le jeu et la multiplication des périodes émouvantes, de trouver d'autres passions, d'élargir la vie, de procéder à l'augmentation quantitative et qualitative de la vie humaine de façon plus sérieuse que les procédés biologiques étudiés actuellement. Bref, comme le disait Debord dès 1954, de travailler à l'établissement conscient et collectif d'une nouvelle civilisation. Le cinéma de Debord me semble contribuer à cette fin supérieure. De Hurlement en faveur de Sade à Injirum, il s'agira de se tenir à la hauteur de la prophétie qui ouvre ses mémoires prospectives. Il s'agira d'élargir la vie et de s'avancer vers la vie nouvelle. Certes, l'œuvre cinématographique de Guy Debord compte peu de films, peu importe, car Guy Debord a fait très peu d'art, mais il l'a fait extrême. Peu importe, dans la mesure où suffisamment de films nous sont donnés à voir pour identifier un certain nombre de procédures artistiques qui balisent la trajectoire Debord. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Voici défini le cinéma, mais le voici défini en 1961 dans le film intitulé « Critique de la séparation ». C'est déjà nous installer, semble-t-il, au cœur d'une aporie, une de plus. À moins qu'il ne s'agisse de préciser d'emblée les données du problème à résoudre. Faire un film de cinéma qui échappe au cinéma, de même qu'il s'agira de fonder une avant-garde capable de s'autodétruire. Tout le problème avec la destruction, comme avec la pulsion de mort, c'est de savoir l'orienter et de la rendre efficace. Car il n'y a pas plus retors que la pulsion de mort. On ne sait jamais jusqu'où elle peut nous mener, surtout quand on est alcoolique et qu'on souffre de polynévrite. Le problème devient dès lors celui-ci. Comment entrer dans la vie nouvelle avant l'autodestruction, à moins que celle-ci ne soit que le pur, trop pur moyen de celle-là. Une fois le cinéma défini comme bouche-trou esthétique, on pourrait admettre que la seule solution soit, après tout, de ne pas faire de cinéma, de faire autre chose, écrire par exemple. Or cela aurait pour effet de le laisser intact, le laisser tel quel, se produire et se reproduire, ce serait laisser faire. Et laisser faire, c'est ce qu'il y a de pire. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait. Nous avons laissé faire, nous dit Debord en 1961. J'ai laissé faire le temps. J'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre. C'est à partir de là, à partir de cette insupportable et inassignable défaite du laisser-faire, qu'il faut entendre, dans sa résonance politique, la dite mélancolie de Debord, qui est la seule interrogation politique digne de ce nom, la question première qui transite une sensibilité à l'injustice. Comment avons-nous pu laisser faire ça? Il faut donc se coltiner la réalité et y rentrer vivant, et la détruire de l'intérieur. Dès 1951, Debord écrit « La poésie ne survivra que dans sa destruction ». Entrer vivant, cela ne veut pas dire entrer tel quel, sans blessure ni amputation. Cela veut dire, j'y reviendrai, essuyer le feu de l'ennemi, et cela veut dire que le passage dans la vie nouvelle ne se fera pas dans la douceur et l'allégresse, mais dans la mort et la dévastation. Il faudra donc entrer dans le cinéma, le détruire de l'intérieur et en réchapper. C'est le projet inaugural du Hurlement en faveur de Sade en 1952, qui suit de peu l'œuvre qui a mis le feu aux poudres, le traité de Bâve et l'éternité d'Isidore Isou, déclarant « J'annonce la destruction du cinéma ». Hurlement réalise à sa manière et pour partie cette annonce par une alternance d'écrans blancs accompagnés d'une bande-son suivie d'écrans noirs silencieux. La destruction du cinéma opérée par Debord poursuit le programme d'Isou. Il s'agit de casser l'harmonie et l'unité du cinéma en faisant advenir en son sein la coupure, la disjonction entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Debord ajoute à la disjonction du voir et du dire la disparition des images, tout du moins en apparence, et la disparition du son. La destruction semble achevée, ne reste qu'une expérience de la durée, parce que ce film est regardable, ne reste qu'une expérience de la durée, du temps pour rien et des coupures imprévisibles où l'on passe du blanc au noir et du noir au blanc. Juste avant les 24 dernières minutes d'obscurité, nous entendrons « Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes ».
Dans Critique de la séparation, Debord fait de ses enfants perdus le carrefour où se rencontrent la sphère de la perte et celle de la découverte, de l'exploration d'un terrain inconnu, toutes les formes de la recherche, de l'aventure, de l'avant-garde. À l'origine, les enfants perdus étaient les jeunes soldats voués aux missions dont on ne revenait pas, envoyés en avant-poste dans une situation désespérée. Debord en fait la métaphore de l'avant-garde. Il est vrai que ces deux expressions communiquent en tant qu'elles participent du lexique militaire. Mais la communication qui est ici en jeu est beaucoup plus profonde. Elle veut dire d'abord que la destruction du cinéma est une technique d'investigation, un moyen pour explorer l'inconnu. Car le cinéma a reculé devant son inconnu. Et c'est cet inconnu spécifique qu'il va falloir chercher à voir avec le cinéma. Il va falloir le leur arranger, leur charabia cinématographique, et faire de la place, enlever les images en trop, devenir iconoclaste au nom d'une iconophilie supérieure. Parce qu'on demande à voir. Pour Debord, la destruction est un appel d'offres, un attracteur d'images et non le refus ascétique. Et c'est cela que présentent les 24 dernières minutes de Hurlement. On ne s'étonnera pas de voir ressurgir les images en 1959, à l'occasion du film sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Car le verbe ressurgir est inadéquat. Les images, nous ne les avions jamais quittées. Il y en avait 24 par seconde dans Hurlement. Le noir n'était pas absolu mais lumineux, de même que le carré noir de Malevich était impur. Quand le négatif est mis au travail, il faut toujours s'interroger sur son rendement. Si les moustaches de la Joconde ne présentent aucun caractère plus intéressant que la première version de cette peinture, c'est qu'il s'agit là, écrivent Debord et Wollmann en 1956, de la négation de la conception bourgeoise du génie et de l'art, de la volonté de scandale qui maintient au fond ce qu'elle biffe comme une dénégation. Il faudra donc suivre ce processus jusqu'à la négation de la négation sous la forme du détournement. Certes, le détournement est une attaque de la culture, et pour ce qui nous occupe, une attaque du cinéma. Mais ce n'est pas en définitive quelque chose d'aussi matériellement radical que ce que proposait Izou dans son traité de Bave et l'éternité, lorsqu'il invitait à détruire la photo, pourrir et attaquer le film, attaquer directement la pellicule. Détourner, c'est reprendre, s'approprier et modifier ce qu'on plagie, lui donner un autre sens à partir d'un autre usage et du nouveau rapport qu'il s'institue entre ce qu'on a emprunté et ce avec quoi on le lit. Et l'objectif du détournement est la production de la vie nouvelle. En 1958, le détournement est clairement défini comme intégration de production actuelle ou passée des arts dans une construction supérieure du milieu. Dans ce sens, il ne peut y avoir de peinture ou de musique situationniste, mais un usage situationniste des moyens. Et c'est bien sur la question des moyens que nous voulons insister. Dans Hurlement, on détourne d'une part, pour la bande-son, le code civil et le marquis de Sade, et l'on détruit d'autre part, images et sons. Ce sont bien deux procédés distincts qui sont alors utilisés. Mais avec Sur le passage, les choses se compliquent, car Debord veut détourner une forme bien précise, celle du documentaire et de son format en 20 minutes. Sur le passage est, plus que Hurlement, en prise directe avec une forme cinématographique établie dans laquelle il s'agit d'intervenir. Debord devra alors s'expliquer avec le cinéma. Il ne suffit plus de dire qu'il est mort, il faut affirmer qu'il est empêché, et qu'il aurait non seulement dû, mais pu être autre chose que ce qu'il est, si certaines conditions avaient été réunies. Sur le passage s'établit en effet sur le constat suivant. Les moyens techniques et les connaissances de l'époque rendent possible et de plus en plus nécessaire une construction directe de tous les aspects d'une existence affective et pratique libérée. Mais ces moyens d'action supérieure sont monopolisés par la classe dominante qui maintient en survie artificielle l'économie marchande, qui empêche sa liquidation. Pour cette raison, il est impossible de réaliser l'art collectif de notre temps. Un film d'art sur cette génération ne sera qu'un film sur l'absence d'œuvre, sur l'absence de ces œuvres, un anti-film d'art sur l'œuvre non faite de l'époque. Autrement dit, il aurait fallu pouvoir contrôler ces moyens, se les approprier, si l'on entend bien que pour Debord, l'appropriation implique un nouvel usage de ces moyens, leur adaptation pour des fins décidées. Nous ne pouvions rien attendre de ce que nous n'aurions pas modifié nous-mêmes. Il serait donc insuffisant de coincer Debord dans une position mélancolique, car sa position
est la prise de conscience exacte de ce qui n'a pas eu lieu. Cette absence d'avoir lieu renvoyant à des conditions sociales, économiques et politiques précises de domination et de monopole des moyens, empêchant toute possibilité de modification inventive et de création de soi. Et c'est cela qui est insupportable pour Debord. Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare, les années passent et nous n'avons rien changé. Une fois cela posé, la fonction du détournement change pour nous de sens. Elle ne peut pas être séparée de ce qui aura été rendu impossible par l'économie marchande non liquidée. Après avoir constaté que nous n'avons rien changé, Debord nous dit « Évidemment, on peut à l'occasion en faire un film », tandis qu'il nous montre l'équipe du film autour d'une caméra. Si l'occasion se présente et qu'on la saisit, on peut faire un film. Mais quoi qu'il en soit, ce qui aurait pu et dû avoir lieu, c'est-à-dire l'invention d'une vie nouvelle, n'aura pas eu lieu. Et ce film d'occasion ne sera qu'une reconstitution, pauvre et fausse, comme ce travelling manqué que nous voyons et dans lequel Debord, selon ses propres dires, accumule les fautes. Public venant dans le champ, reflet d'un projecteur, ombre de la caméra, panoramique filée en fin de mouvement. Il faudra rater le cinéma pour être à la mesure de ce qui n'a pas eu lieu. Car réussir ce travelling et ce film, ce serait croire que ce film aura été capable de constituer la réalité, de la créer. Ce serait par conséquent dénier la réalité de la domination et se confondre avec le spectacle, avec la fonction bouche-trou du cinéma. Mieux vaut une reconstitution qu'une révision. Et c'est pour cela que sur le passage réserve un écran blanc qui est non pas le détournement de hurlement, mais un peu comme sa persistance rétinienne. C'est pour cela qu'il faut détruire encore. Au premier de cet écran blanc, nous pouvons lire ceci. On ne conteste jamais réellement une organisation de l'existence sans contester toutes les formes de langage qui appartiennent à cette organisation. Commentant en 1960 son propre film, Debord écrit « Avec l'apparition du premier blanc, ce film commence à se démentir lui-même sur toute la ligne et devient ainsi plus clair, son auteur prenant parti contre lui. Ce sera bien le seul réalisme de ce film, le réalisme du non-fait, du moyen inadéquat et du défaut volontaire. » Cette affirmation relative à l'inadéquation des moyens est cruciale. Elle permet de comprendre non seulement le rapport de la destruction radicale au détournement, mais plus encore du détournement à une troisième procédure que nous voulons isoler, sans doute manifeste dès 1959, dès aussi critique de la séparation, mais qui atteindra cependant son apogée dans Injirum, le film de 1978, dans lequel Debord nous dit « C'est une société et non une technique qui a fait le cinéma ainsi. Il aurait pu être examen historique, théorie, mémoire. Il aurait pu être le film que je fais en ce moment. Il s'agit donc, ici encore, de faire contre le cinéma ce film. Voici par exemple un film où je ne dis que des vérités sur des images qui toutes sont insignifiantes ou fausses. Un film qui méprise cette poussière d'images qui le compose. Tout cela énoncé par Debord sur fond d'images de Zorro. Je ne veux rien conserver du langage de cet art périmé, nous dit-il. Il faut donc détruire encore le cinéma. Mais Debord ajoute « Sinon peut-être le contre-champ du seul monde qui l'a regardé suit un long travelling accompagnant l'assaut de troupes débarquées sur une plage le 6 juin 1944. Et dans le même temps, Debord dit « et un travelling sur les idées passagères d'un temps. Tout doit être liquidé, sinon peut-être. Sinon peut-être, ce n'est pas grand-chose, c'est très peu. Mais cela suffit pour contredire au tout, pour limiter l'extension du domaine de la destruction et de la lutte contre la falsification. » Comparant en 1989 Injirum et la Société du spectacle, le film de 1973, Debord revient sur le statut du détournement. Dans la Société du spectacle, donc le film, les films de fiction utilisés pour interrompre le discours ne sont pas des illustrations critiques, mais représentent le renversement du renversement artistique de la vie, un geste dialectique qui se supporte de l'axiome suivant. Derrière le spectacle, il y avait la vie réelle qui a été déportée au-delà de l'écran. Au terme du parcours dialectique, les fictions qui avaient été utilisées pour nous éloigner du monde, pour l'escamoter, le spectaculariser,
sont désormais la vérité. Ainsi, le film russe utilisé sera-t-il rendu à la Révolution? Johnny Guitar évoque désormais les réels souvenirs de l'amour, et le film américain sur la guerre de sécession, sur Custer, veut évoquer toutes les luttes de classe du XIXe siècle. Dans la société du spectacle, le détournement est une pratique de la justice par les images. Et il y a bel et bien du Zorro là-dedans. Mais, nous dit Debord, il y a un déplacement dans Injirum par rapport à la société du spectacle, le film, toujours. Parce qu'il a tourné une partie des images, les quelques plans de Venise notamment, enfin il faudrait revenir là-dessus mais j'ai pas le temps, il a écrit un texte pour ce film et surtout son thème n'est plus la réalité spectaculaire à dénoncer et à critiquer, mais la vie réelle. Désormais, les fictions qui interrompent le discours viennent plutôt le soutenir positivement, même s'il y a une certaine dimension ironique. La charge de la brigade légère veut représenter, Debord écrit ce terme entre guillemets, très lourdement et élogieusement une dizaine d'années de l'action de l'IS. Il en est de même pour la musique, qui a une intention positive, lyrique, jamais distanciée, écrit Debord, jamais distanciée. Contrairement au film de 1973, Injirum est un film résolument adialectique, qui ne cherche pas à renverser les apparences, mais à montrer directement la vie réelle. Or, celle-ci, la vie réelle, a désormais changé de place. Elle n'est plus structurellement ou idéologiquement située derrière le spectacle. Elle n'est plus ce qui a été volé, mais ce qui a eu lieu. Le régime de cet avoir eu lieu est pourtant très singulier. On pourrait croire en effet que la mise en scène effectuée par Debord a pour fonction ultime de faire rentrer une dizaine d'années de l'action de l'IS dans la légende, et qu'il y a là une entreprise de mystification ou de pose en vue d'une postérité bien contrôlée. On pourrait penser que la charge de la brigade légère est la forme imaginaire, extravagante, idéalisée, voulant se substituer à ce qui, au fond, n'a pas eu lieu. Or, ça ne tient pas, car ce n'est pas cela que Debord nous dit et nous montre. Il ne cherche pas à créer une distance, mais une communication affective entre les images et les paroles. À notre sens, le film de fiction n'est plus ici en position d'imaginaire, mais d'impossible, de réel, là oui, au sens lacanien. La charge a eu lieu comme impossible auquel s'est tenu le sujet, individuel ou collectif, qu'il a vécu, sous la forme de ce qu'il faudrait nommer, avec Henri Michaud, un misérable miracle. Et c'est cela qui est émouvant, c'est que c'est désormais l'impossible qui soutient le discours de Debord. Oui, dit-il, montre-t-il, il y a eu cette charge, et elle fut héroïque. Oui, ajoute-t-il, elle ne fut jamais autre chose qu'un incendie mal fagoté. Oui, dit-il, montre-t-il, nous avions mis la main sur le secret de diviser ce qui était uni. Nous avons au moins fugitivement aperçu l'objet de notre quête. Nous avons quelquefois vu ce que l'homme a cru voir. Oui, nous avons avancé sous le canon du temps. Mais ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé fut dérisoire, parce que composé avec ce que les membres de l'IS eurent sous la main. Avec ce que l'on a sous la main, et selon les quelques positions effectivement attaquables, on se jette sur l'une ou l'autre dès que l'on aperçoit un moment favorable. De sorte qu'il faut prendre des risques et payer au comptant pour voir la suite. Voilà pour répondre à ceux qui trouvèrent les actions de l'IS inopportunes. D'autres spectateurs, qui volent moins haut, nous dit Debord, n'ayant pas vu même de loin le début de cette attaque, mais seulement sa fin, ont pensé que c'était la même chose. Et ils ont trouvé qu'il y avait quelques défauts dans l'alignement de nos rangs, et que les uniformes à ce moment ne paraissaient plus égalitairement impeccables. Je crois que c'est là un effet du tir que l'ennemi a concentré sur nous assez longuement. Vers la fin, il ne convient plus de juger la tenue, mais le résultat. Car ce résultat, il convient de se rappeler qu'il fut obtenu avec les moyens du bord. Ce n'est donc plus seulement à la vie réelle que Debord cherche ici à rendre justice. C'est aussi à sa représentation, qui n'est plus ni vraie, ni fausse, ni document, ni spectacle, mais ce qui rend toute tentative à jamais incomplète. Et ce, quel que soit l'effort déployé, que le travelling soit volontairement manqué, réussi
ou détourner. Parfait. Pour les 5 minutes. Détruire, détourner et tourner, mais dans tous les cas, faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, avec aussi ce qui nous est laissé, avec encore les moyens que l'on aura su prendre, s'approprier. C'est une question directement politique, où il s'agit de guerre et de butin de guerre, de ce qu'on aura su reprendre à l'ennemi. Mais les moyens du bord font face à sa propre impossibilité, et à l'impossibilité d'un art qu'on aurait voulu réalisable. C'est en prise avec son temps qu'il nous fallait tenter de comprendre la trajectoire de bord, et en prise avec ce qu'il s'est toujours déclaré être, un enfant perdu. Dans cette trajectoire, la perte est mise à contribution dans le but affirmé d'entrer dans la vie nouvelle, non plus d'interpréter les passions, mais d'en trouver d'autres. La difficulté inhérente à un tel projet, c'est de pouvoir détruire sans tout détruire. C'est de faire de la destruction le moyen d'agrandir la vie, sans que cette construction nouvelle participe encore du vieux monde. Tout ce qui maintient quelque chose contribue au travail de la police, écrivait Debord en 1953. Le problème avec la destruction et la perte, c'est qu'elle n'est pas qu'un moyen, mais aussi l'origine et le devenir. Le principal drame affectif de la vie, après le conflit perpétuel entre le désir et la réalité hostile au désir, semble bien être la sensation de l'écoulement du temps. L'attitude situationniste consiste à miser sur la fuite du temps, donc à proscrire les procédés esthétiques qui tendent à la fixation de l'émotion. Et le pari situationniste, c'est de gagner toujours sur le changement, en allant toujours plus loin dans le jeu et la multiplication des périodes émouvantes. Au risque, on le comprend, d'être purement et simplement emporté par le mouvement du temps et de tourner en rond dans la nuit, dévoré par le feu, d'être simplement et seulement dévoré et seulement et purement identifié à la perte. Debord est ainsi le nom d'un trajet qui passe entre la fixation et la dissipation, le cristal et la fumée. Il faut trouver la meilleure façon de passer. Voilà ce qu'on peut appeler le projet d'une vie. Tout disparaît, mais il y a diverses façons de passer, et c'est la geste éthique en définitive. Forme de séjour si l'on veut, façon de ne pas persister dans la durée, pour solliciter Heidegger. Il y a de mauvaises façons de passer, celle de la consommation par exemple, ce double de la consommation que Debord épingle au registre de la consommation ostentatoire du néant. À ce titre, le programme ne pouvait être qu'essentiellement transitoire. Nos situations seront sans avenir, seront des lieux de passage. Les moyens du bord, ils auront été trouvés au fur et à mesure. Parmi les tentatives cinématographiques, Injirum a pour nous statut d'exception, en ce qu'il semble accomplir, et non pas relever ou dépasser, la formule d'allure magique avec laquelle nous avons cherché à voir et entendre Debord. Injirum est la proposition cinématographique selon laquelle la justice par les images est plus affaire de beauté que de vérité. En ce sens, Injirum est un éclat de la vie nouvelle. Il ne s'agit plus de détruire en priorité par-dessus tout, ni de détourner, mais de tourner, et tourner des images, et de tourner la beauté à notre avantage. Nous faisons la révolution à nos moments perdus, lisons-nous, dans un tract réalisé à l'occasion de la projection de Hurlement. Et nous lisons désormais cette phrase dans un sens transitif. Ce sont nos moments perdus qu'il faut tourner contre la perte. Je suis né virtuellement ruiné, écrit Debord dans le premier tome de Panégyrique. Comme Michaud a pu dire, je me suis bâti sur une colonne absente. Détruire le cinéma ou la poésie, c'est aussi répéter une absence antérieure, et ce n'était pas qu'une place pour les images que cherchait Debord, mais aussi une place pour l'enfant perdu. La beauté serait ainsi le moyen privilégié pour rendre justice à l'enfance. Et non pas y revenir. On connaît la fin de Injirum. Il n'y aura pour moi ni retour ni réconciliation. La sagesse ne viendra pas, et le sous-titre à reprendre depuis le début. Dès 1951, Debord écrivait déjà « Il ne faut pas revenir, restons dans la rue ». Il n'aura échappé à personne que le retour s'oppose ici à la reprise. Reprendre ne signifie pas détruire ce qui a eu lieu, car cela, le cours normal du temps s'en charge. Reprendre, cela signifie sans doute localiser la différence entre l'enfance et la perte. Une vie, cela veut dire que l'enfance et la perte ne coïncident pas exactement. Ce n'est pas à cause de la perte que l'on peut reprendre les choses au début, c'est parce que ce qui nous arrive était forcément incomplet, même l'absence. Dans Injirum encore, Debord réaffirme ce qu'il avait énoncé dès 1952. Nous vivons en enfants perdus, nos aventures incomplètes. La destruction n'atteint pas au pur néant, le détournement manque la vie réelle,
On tournera volontairement des plans ratés pour qu'un peu de communication puisse enfin avoir lieu. Un public aura pu s'en trouver ému.